Alors, dans ce premier moment, donc, il nous faut voir en quoi la visée de bonheur semble préférable à celle de la vérité. Eh bien, parce qu'ici, nous sommes dans un faut-il, nous l'avons dit, extrêmement subjectif, de chaque individu qui pense à son confort. Pourquoi ? Parce que la vérité ici ferait obstacle au bonheur. Elle ferait obstacle parce qu'elle présente des difficultés pour le moi qui, en premier lieu, veut se sauvegarder. Alors, première difficulté psychologique, c'est-à-dire pour le confort de mon âme au quotidien, eh bien, je vais préférer mon petit bonheur à la connaissance du vrai. C'est Pascal, tout d'abord, dans ses pensées, qui nous explicite cette idée selon laquelle l'homme, en fait, est parfaitement minuscule au sein de l'univers, c'est-à-dire qu'il vient du néant et vraisemblablement il risque d'y retourner, mais que sa vanité l'empêche de s'interroger sur ce problème-là et donc l'empêche de s'interroger sur le sens de son existence, ce pourquoi il va préférer se divertir. Au sens étymologique, se divertir, c'est se détourner d'eux. Et là, l'homme trouve du bonheur dans les honneurs, dans les relations sociales, dans l'agitation au travail. Mais finalement, nous dit Pascal, ce divertissement est un bonheur qui devra peut-être être remis plus tard en question. En tout cas, ce qui intéresse Pascal, c'est de voir que l'homme ne veut pas voir le vrai. De la même façon, dans ses relations interpersonnelles, dans les discussions de moi à autrui, je préfère parfois l'illusion et le mensonge, c'est-à-dire l'hypocrisie, plutôt que le vrai. C'est-à-dire que pour sauvegarder des relations sociales, eh bien, je préfère ne pas savoir ce que les autres pensent de moi, de la même façon que je préfère ne pas dire à autrui ce que je pense de lui. Bien, pour renchérir sur cette idée, nous avons Freud dans son introduction à la psychanalyse, qui va de la même façon très loin anthropologiquement, puisqu'il nous montre que c'est une loi de la condition humaine que de ne pas vouloir connaître le vrai, parce que le vrai est insupportable. Alors, le premier exemple qu'il nous donne, c'est celui de la remise en cause du géocentrisme par Copernic puis par Galilée. Et il nous montre très bien comment, lorsque Galilée a prouvé que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et non l'inverse, eh bien, il a été condamné par l'Église. Pourquoi ? Parce que ça remettait en cause cette suprématie prétendue de l'homme et donc son bonheur de se sentir le centre de l'univers. Donc l'homme préfère ne pas connaître le vrai, ne pas s'attacher à sa recherche, pour être heureux dans une posture qu'il se donne, dans l'idée qu'il est le maître. Il en sera de même au moment de la découverte de l'inconscient, lorsque, cette fois encore, au début du XXe siècle, l'homme devra prendre conscience qu'il est agité, animé par des forces qui le dépassent et qui finalement remettent en cause sa croyance d'être le maître de lui-même. Autrement dit, la vérité nous fait mal, elle est dangereuse, nous le savons tous. Lorsque nous sommes en lien avec autrui, notre discours n'est pas toujours un discours vrai. Il s'agit là d'un rapport extrêmement immoral à l'autre, puisque nous préférons dire le mensonge, c'est-à-dire cacher volontairement la vérité, pour sauvegarder ce que nous croyons être notre bonheur. Tous les adolescents connaissent ça, qui font croire qu'ils vont à leur cours de musique toutes les semaines, alors qu'ils font bien autre chose pendant ce temps-là. Dans un deuxième moment, nous pouvons voir que la vérité, outre sa difficulté psychologique, relève d'une difficulté intellectuelle. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que la recherche du vrai, ici la recherche de la connaissance, c'est-à-dire de cette perception adéquate de la réalité, nous pose un problème, parce qu'il y a une spontanéité qui nous tient vers l'immédiat, alors que la vérité nous demande une conversion du regard. Ici, bien sûr, je fais allusion à l'allégorie de la caverne platonicienne, dans laquelle Platon nous montre ces prisonniers qui sont enchaînés, enfermés depuis leur naissance et qui ne parviennent pas à tourner le regard vers le vrai. Pourquoi ? Parce que c'est douloureux.
La lumière du vrai nous éblouit, en même temps qu'elle va nous illuminer, mais le premier mouvement, la première réaction que nous avons, c'est une réaction de fuite, de répulsion, parce que c'est trop difficile. Ça demande du temps, ça demande du recul, ça demande de la conversion. Or, au contraire de cela, la spontanéité humaine nous incite à rester dans la caverne, parce qu'il y a du bonheur, parce qu'il y a de la facilité. Voilà, et donc c'est ainsi que parfois nous jugeons tous ces savants, que nous appelons des savants fous, et qui passent leur vie en recherche de vérité. Pourquoi nous paraissent-ils fous? Parce que nous avons tendance à dire « ils ne vivent pas leur vie ». Autrement dit, ils ne sont pas heureux, à savoir, ils sont incapables de s'emparer de l'immédiat pour se consacrer à quelque chose qui est difficile. La recherche de la vérité, c'est tout cela. Donc, à la lumière de ces deux idées, de cette difficulté double que nous présente la vérité, on comprend que l'homme, spontanément, préfère le bonheur à la vérité. Le problème ici, c'est qu'on se rend bien compte qu'on n'a pas déterminé le bonheur en lui-même, on ne lui a pas donné de contenu, mais on l'a simplement déterminé négativement comme fuite par rapport à la vérité. Qu'est-ce à dire? Eh bien, c'est certainement à dire que le bonheur que nous trouvons là, ou que nous croyons trouver, est illusoire. Pourquoi sera-t-il illusoire? Eh bien, parce que ça veut dire qu'il se satisfait du mensonge, de l'erreur et de l'illusion. Est-ce que notre être de raison peut se satisfaire de cet état de choses? Est-ce que véritablement l'être humain qui est doté de cette raison censée se développer peut longtemps, lorsqu'il réfléchit, préférer ce bonheur à une recherche du vrai qui peut-être finalement sera davantage la réalisation de son essence humaine? C'est ce que nous allons voir dans le deuxièmement.